Nathaniel Nat Pearson avait toujours été un homme de précision calculée. Sa carrure imposante des 1m91, ses yeux gris perçants et la cicatrice qui longeait sa mâchoire, un souvenir de ses années militaires, lui conféraient une présence intimidante qui lui servait aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. À 42 ans, il avait bâti un empire dans la sécurité privée après avoir servi 8 ans comme Navy SEAL. Son entreprise, Sentinel Shield, était spécialisée dans les solutions de sécurité haut de gamme pour les riches et les puissants, et les affaires étaient florissantes. Lorsqu'il rencontra Vanessa Reynolds il y a 15 ans, elle fut une apparition éblouissante, cheveux blonds couleur miel, yeux bleus perçants et un rire capable d'illuminer une pièce entière. Il fut immédiatement captivé par son charme et son apparent intérêt sincère pour son travail. Leur idylle fut rapide et passionnée, culminant en un mariage moins d'1 an après leur première rencontre. Leurs enfants, Léo et Chloé, âgés respectivement de 12 et 9 ans, étaient les seuls à avoir véritablement percé l'armure de Nat. Pour eux, ils s'adoucissaient. Pour eux, ils seraient prêts à brûler le monde s'il le fallait. Nat faisait lentement tourner son verre de whisky entre ses doigts, observant le liquide ambré accrocher la lumière tamisée de son bureau. La pièce, faite de bois d'acajou sombre, de livres reliés en cuir et d'écrans de surveillance de pointe dissimulés derrière des peintures à l'huile classique, reflétait sa personnalité, traditionnelle en surface, impitoyablement moderne en profondeur. Monsieur, Madame Pearson est rentré, annonça Weston, le chef de la sécurité de Nat et son plus vieil ami de ses années chez les SEALS. Aujourd'hui dans la fin de la quarantaine, Weston était un roc dans la vie de Nat, avec ses cheveux poivre et sel et sa voix posée, fidèle dans les bons comme les pires moments. Merci, Weston. Heure d'arrivée, 23h42. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle rentre après 23h. Nat acquiesça, son visage restant impassible. Et le traceur GPS? Toujours au même endroit? Oui, monsieur. Les appartements Lakezid, sur Westbrook Avenue. Nat prit une gorgée lente de son whisky. Les enfants? Léo a demandé quand tu serais à nouveau à la maison pour le dîner. Et Chloé t'a fait un dessin de votre sortie pêche. Je l'ai posé sur ton bureau. Les yeux de Nat se posèrent sur le dessin coloré, des bonshommes bâtons au bord d'un étang bleu. Son cœur, si soigneusement protégé du monde, se serra un instant. Mon emploi du temps est libre demain? Oui, monsieur, comme demandé. Parfait. Voyons un peu ce que ma femme mijote. Sous la surface, quelque chose de dangereux s'éveillait en Nat Pearson, une facette de lui rester endormie depuis ses jours dans l'armée. Une facette que ses ennemis avaient appris à craindre, et que sa femme n'avait jamais vue. Chapitre 2, Trahison révélée. Pendant 3 semaines, Nat recueillit des informations avec la minutie d'une opération militaire. Son passé le rendait dangereux, non seulement pour ses capacités physiques, mais surtout pour sa patience et sa rigueur. Il avait toujours dit à ses clients que les failles de sécurité survenaient quand l'émotion prenait le pas sur la logique. Désormais, il appliquait ce principe à sa propre vie. L'appartement 412 des Lakezid Appartements était enregistré au nom d'un certain Dominique Russo, un nom que Nat reconnut immédiatement. Dominique était le fils d'un juge, recalé 3 fois au barreau, avant que les relations de son père ne lui obtiennent un poste confortable au bureau du procureur. C'était aussi l'homme que Vanessa avait présenté lors du gala caritatif de l'an dernier comme un vieil ami de la fac. Les relevés de cartes bancaires révélaient des dépenses régulières dans des restaurants de luxe et des hôtels boutiques, souvent hors de l'état, toujours les jours où Vanessa prétendait travailler tard ou rendre visite à sa sœur à Portland. Les relevés téléphoniques montraient des centaines de messages et d'appels à un numéro enregistré sous un faux nom, mais traçable jusqu'au portable personnel de Dominique. Le plus accablant restait les enregistrements. Nat avait installé un système de sécurité ultramoderne dans leur maison des années auparavant, officiellement pour la protection. Mais en réalité, Nat ne faisait jamais totalement confiance à qui que ce soit. Le système avait capté Vanessa à plusieurs reprises, parlant à voix basse de leurs finances, de l'emploi du temps de Nat, et de leurs projets d'avenir. Il ne se doute de rien, avait-elle chuchoté lors d'un appel. Il est trop occupé avec le travail et les enfants pour remarquer quoi que ce soit. Encore 1 an, peut-être 2, et on aura tout en place. Le véritable coup de poignard arriva lorsque Nat découvrit ce que ce « tout » impliquait. Ce n'était pas qu'une simple liaison. C'était un plan soigneusement élaboré pour le détruire méthodiquement. Nat apprit que Dominique ne se contentait pas de coucher avec sa femme. Il utilisait également sa position au bureau du procureur pour monter un dossier contre l'entreprise de Nat.
Ensemble, ils fabriquaient méthodiquement de fausses preuves d'opérations de surveillance illégale, dans le but de l'inculper au pénal. Et un accord de divorce dévastateur allait priver Nat de ses enfants, de son entreprise et de sa liberté. Le dernier élément arriva quand Nat pirata le stockage en nuage de Vanessa et découvrit un dossier intitulé « Assurance ». À l'intérieur, des images truquées, des fichiers audio manipulés, et une chronologie détaillée pour leur diffusion, tout était conçu pour faire passer Nat pour un mari violent et contrôlant, qui utilisait ses compétences en sécurité pour terroriser sa famille. Un jeudi soir pluvieux, alors que Vanessa prétendait être à un rendez-vous professionnel, Nat était assis dans son bureau, examinant les preuves une dernière fois. Il en avait assez pour la confronter. Assez pour détruire ses plans. Mais quelque chose le retenait. Son esprit tactique, celui-là même qui lui avait sauvé la vie en territoire hostile, lui murmurait de rester patient. Il restait encore des choses à découvrir. « Combien de temps vas-tu encore laisser ça se dérouler ?» demanda Weston, se tenant à l'entrée du bureau, l'air grave. « Jusqu'à ce que j'ai tout, » répondit Nat, d'une voix froide et détachée. « Ils ne veulent pas seulement divorcer, Weston. Ils veulent me détruire. Me prendre mes enfants. M'envoyer en prison. Et les enfants ? Ils ne devraient pas rester près d'elle si elle prépare tout ça. » La mâchoire de Nat se crispa. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore confronté. Je dois d'abord assurer leur protection. Et ensuite, un sourire dangereux, que Weston reconnaissait bien de leur jour dans l'armée, apparut sur le visage de Nat. Ensuite, je montrerai à Vanessa et à son amant ce qui se passe quand on confond patience avec faiblesse. La confrontation, lorsqu'elle arriva enfin, fut exécutée avec la même précision que toutes les opérations de Nat. Il choisit un dimanche soir, lorsque les enfants étaient en soirée pyjama chez des amis. Il disposa les preuves méthodiquement dans son bureau, photos imprimées, transcriptions d'enregistrements, relevés financiers, tout agencé comme un briefing de renseignement. Quand Vanessa rentra de sa réunion du comité caritatif, Nat l'attendait dans le salon, un verre de son vin préféré déjà servi. « Tu es rentré ?» dit-elle, visiblement surprise. « Je croyais que tu devais présenter la proposition de contrat de sécurité à Denver ce soir. »« J'ai reprogrammé, » répondit calmement Nat. « Je pensais qu'on devait parler. Je t'ai servi ton préféré. » De la fatigue passa brièvement sur le visage de Vanessa, mais elle prit le verre et s'assit en face de lui. « De quoi voulais-tu parler ? Depuis combien de temps tu couches avec Dominique Russo ?» La question, posée sur le ton de quelqu'un parlant de la météo, fit s'étrangler Vanessa avec son vin. La panique traversa brièvement ses yeux, avant qu'elle ne retrouve son calme. « De quoi tu parles ? Dom est juste un ami de la fac. »« Oui, je sais. Tu me l'as dit. » La voix de Nat resta parfaitement neutre. « Ce que tu n'as pas dit, ce sont les chambres d'hôtel dans le Vermont, l'appartement à Westbrook, ou encore ton plan détaillé pour me piéger pour des crimes que je n'ai pas commis. » Le visage de Vanessa perdit ses couleurs. « Tu m'espionnes ? » ?»« Non, Vanessa. Je me protège. C'est différent. » Nat se leva lentement. « Dans mon bureau. » Maintenant. Dans le bureau, le masque de Vanessa se fissura. Les preuves, photos, transcriptions, relevés rendaient sa trahison indéniable. « Comment t'as fait pour ? » « J'ai passé ma vie à identifier des menaces et à les neutraliser, » coupa Nat. « Tu croyais vraiment que je ne remarquerais pas quand la menace vivait sous mon propre toit ? » Le choc de Vanessa se transforma en désespoir calculé. « Nat, ce n'est pas ce que tu crois. Dom et moi, on est juste amis. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte. Stop. » Un seul mot, murmuré doucement, mais avec une menace glaçante, suffit à la faire taire. « Tu ne fais pas que coucher avec lui. Tu complotes avec lui pour me détruire. Me voler mes enfants. Une liaison ? Je pourrais presque comprendre. Les gens sont faibles. Mais me piéger ? Me séparer de Léo et Chloé ? » Sa voix devint tranchante. « Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Tu comprends pas, Nat ? » Supplia Vanessa, les larmes coulant sur ses joues. « Je me sens piégé dans ce mariage. Tu contrôles tout, l'argent, l'agenda, même les caméras de sécurité qui surveillent chacun de mes gestes. Les mêmes caméras qui t'ont filmé en train de discuter de comment falsifier des accusations de violence, » répondit Nathan brandissant une transcription. « Celles qui t'ont enregistré disant à Dominique,
Une fois que le juge aura vu ces photos, Nat ne reverra jamais les enfants. Le visage de Vanessa se durcit. Ses larmes cessèrent aussitôt. Le masque de l'épouse victime tomba, révélant la femme calculatrice en dessous. « Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes » siffla-t-elle. Le père de Dominique a des juges et des flics dans sa poche. Quand on en aura fini, tu seras chanceux d'avoir droit à une visite surveillée dans une salle de prison. Nat sourit. Un sourire froid, terrifiant, qui fit reculer Vanessa d'un pas. J'espérais que tu laisserais tomber le masque. Ça rend la suite beaucoup plus facile. Tu vas faire quoi? Demanda-t-elle, la peur dans la voix. Rien, pour l'instant, répondit Nat, rassemblant les preuves dans un dossier. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir sur moi, Vanessa. Quelque chose que tu sembles avoir oublié. Il s'approcha d'elle, sa voix à peine un murmure. Je ne perds jamais. Pas quand il s'agit de mes enfants. Jamais. Tu ne peux pas gagner contre les relations de Dominique, cracha-t-elle. On verra, dit Nat en marchant vers la porte. J'ai pris la liberté de déplacer tes affaires dans la chambre d'amis. Tu resteras là, jusqu'à ce que je décide de la suite. Les enfants n'ont pas besoin de savoir, pour l'instant. Vanessa éclata d'un rire amer. Tu crois pouvoir contrôler cette situation comme tu contrôles tout le reste? T'as déjà perdu, Nat. Tu le sais pas encore. Nat s'arrêta au seuil. Une dernière chose. Si tu essaies de prendre les enfants ou de contacter Dominique pendant que tu vis encore ici, ce qui suivra fera passer tes pires cauchemars pour de doux rêves. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Nat ne ressentit ni douleur ni chagrin. À la place, une clarté froide et calculatrice l'envahit. Dans son esprit, Vanessa n'était plus sa femme. Elle était devenue une ennemie combattante. Une ennemie qui avait déclaré la guerre et menacé ce qu'il aimait le plus. Et en guerre, Nat Pearson n'avait jamais fait preuve de pitié envers ses ennemis. Chapitre 3, la première attaque. Vanessa passa à l'action 3 jours plus tard. Alors que Nat assistait à une réunion avec un client potentiel, il reçut un appel urgent de Weston. Elle est partie. Elle a pris une valise et les enfants. Elle a laissé une note disant qu'elle demandait la garde d'urgence à cause de préoccupations pour leur sécurité. La main de Nat se crispa autour de son téléphone. Localise-la. Déjà en cours. Elle a désactivé le GPS de son téléphone, mais on a repéré sa voiture. Elle se dirige vers l'est sur l'autoroute 16. Laisse-moi deviner, vers le district du juge Russo? Exactement. Et, Nathaniel, elle a pris des dossiers de ton bureau. Les caméras de sécurité la montrent en train de copier des données de ton ordinateur sur une clé USB. Nat mit fin à l'appel et s'excusa auprès de son client. Avant même d'atteindre sa voiture, il avait déjà contacté son avocat, Benjamin Mercer, un ancien procureur brillant, devenu désabusé par le système, qui utilisait désormais ses connaissances de l'intérieur pour le combattre. Ils vont demander la garde d'urgence, expliqua Nat en conduisant. Ils vont sûrement dire que j'ai proféré des menaces après avoir découvert leur liaison. Quel juge? Demanda Benjamin. Presque à coup sur Alexander Russo. Le père de Dominique. Putain, grogna Benjamin. Ça complique tout. Russo est connu pour approuver automatiquement les requêtes de son fils. S'ils obtiennent une audience d'urgence aujourd'hui, ils l'auront, coupa Nat. Ils ont tout planifié. Alors il faut qu'on soit prêt à contre-attaquer immédiatement. Je rédige les motions, retrouve-moi à mon bureau dans 30 minutes. En fin d'après-midi, la prédiction de Nat se réalisa. Un adjoint du shérif lui remit des documents lui retirant temporairement la garde, accordée par le juge Alexander Russo, au motif de menaces crédibles contre la sécurité et le bien-être des enfants mineurs. Il lui était ordonné de rester à au moins 150 mètres de Vanessa et des enfants jusqu'à une audience formelle. Benjamin examina les documents, le visage sombre. Ils affirment que tu l'as menacé en te servant de ton entraînement militaire et de ton équipement de surveillance, après avoir découvert sa liaison présumée. Comme preuve, ils ont son témoignage et quelques textos envoyés opportunément à sa mère, dans lesquels elle exprime sa peur. Quand est l'audience? Vendredi prochain. Dans 9 jours. Nat hocha la tête, son esprit élaborant déjà des plans. C'est assez de temps. Benjamin le regarda avec inquiétude. Assez de temps pour quoi, Nathaniel? Tu dois être extrêmement prudent.
Une seule erreur et tu ne reverras jamais tes enfants. Je suis toujours prudent, répondit Nat. Mais je ne vais pas rester là sans rien faire pendant qu'il utilise mes enfants comme des pions. Durant la semaine suivante, Nat agit avec une précision chirurgicale. En public, il était l'image de la conformité, il restait loin du domicile familial, communiquait uniquement via son avocat et respectait scrupuleusement chaque ordonnance du tribunal. En privé, il préparait une contre-attaque qui détruirait le plan soigneusement monté de Vanessa et Dominique. D'abord, il envoya une équipe pour installer des dispositifs de sécurité supplémentaires autour de sa propriété. Officiellement, pour sa protection. Officieusement, pour surveiller chaque mouvement aux abords. Il soupçonnait Vanessa ou Dominique de vouloir introduire de fausses preuves, et il voulait tout documenter. Ensuite, il s'intéressa au juge Russo. Par des canaux discrets, Nat découvrit un schéma troublant, le juge rendait systématiquement des décisions favorables à son fils, pas seulement dans des affaires de garde, mais aussi dans des affaires pénales où Dominique était procureur. Une analyse statistique montra que les prévenus affrontant Dominique comme procureur devant le juge Russo avaient un taux de condamnation de 94%, contre une moyenne de 62% dans le district. Mais surtout, Nat accéda à la sauvegarde cryptée de toutes les vidéos de surveillance de son domicile, les enregistrements que Vanessa pensait avoir effacés lorsqu'elle vola ses fichiers. Ce qu'elle ignorait, c'est que Nat avait mis en place une triple redondance pour toutes les données de sécurité, avec une copie stockée sur un serveur uniquement accessible par lui. La veille de l'audience, Nat était dans son appartement temporaire, en pleine révision du dossier avec Benjamin. L'avocat semblait troublé. J'ai tenté toutes les procédures possibles pour obtenir un changement de juge, mais Russo a rejeté chaque motion. On est coincé avec lui. Nat hocha calmement la tête. Je m'y attendais. Alors tu devrais aussi t'attendre à perdre demain, dit Benjamin sans détour. Russo se fiche de l'équité ou des preuves. On parle de la copine de son fils. Je suis au courant. Benjamin le dévisagea. Tu ne sembles pas inquiet. Je ne le suis pas. Pourquoi ai-je l'impression que tu me caches un plan? Nat esquissa un léger sourire. Parce que j'ai toujours un plan. Prépare-toi à déposer un appel immédiat et une requête de réexamen de la garde après l'audience. Tu sais quelque chose que j'ignore? Je sais beaucoup de choses que tu ignores, répondit Nat d'un ton égal. C'est pour ça que tu es mon avocat, pas mon conseiller tactique. L'audience se déroula exactement comme prévu. Le juge Russo jeta à peine un œil aux preuves présentées par l'équipe de Nat, rejeta les témoignages sur les absences inexpliquées de Vanessa et refusa d'entendre les experts qui auraient pu démontrer que les textos menaçants avaient été clairement falsifiés. À la place, il s'appuya largement sur le témoignage de caractère de Dominique lui-même, qui parla longuement de l'obsession inquiétante de Nat pour la surveillance et de son passé militaire, le décrivant comme instable et dangereux lorsqu'il était en colère. Le verdict fut aussi dévastateur qu'attendu. Garde exclusive pour Vanessa. Visite supervisée pour Nat, sous condition de suivre des cours de gestion de la colère et de parentalité. Chapitre 4, Échec et mat. Une ordonnance restrictive interdisait à Nat de s'approcher à moins de 150 mètres de la maison familiale. Alors qu'il quittait le tribunal, Benjamin bouillonnait de colère. C'est une parodie de justice. Une véritable farce. Nat, lui, restait calme. C'était prévisible. Comment peux-tu rester aussi impassible? Tu viens de perdre la garde de tes enfants. Temporairement, le corrigea Nat. Dépose l'appel comme on l'a prévu. Avant que Benjamin ne puisse répondre, le téléphone de Nat vibra. Un message de Vanessa. Reste loin de tes enfants. Le juge m'a accordé la garde exclusive. C'est terminé pour toi. Nat lut le message sans que son expression ne change. Puis, il répondit calmement. Ouvre ton application de sonnette. Rangeant son téléphone, il se tourna vers Benjamin. Appelle le bureau du juge Lancaster. Dis-leur que nous avons des preuves de faute judiciaire qui nécessitent une attention immédiate. Utilise le numéro privé que je t'ai donné. Benjamin fronça les sourcils. Lancaster. Mais elle est au comité d'éthique. Quelle preuve? Elles lui sont livrées à l'instant, répondit Nathan en se dirigeant vers sa voiture. Et passe l'appel dont je t'ai parlé. Il est temps. Vanessa souriait toujours devant son téléphone lorsqu'une notification de l'application de la sonnette retentit. Probablement Nat qui supplie de voir les enfants, pensa-t-elle avec satisfaction.
La victoire au tribunal avait été encore plus totale qu'elle et Dominique ne l'avaient espéré. Le juge Russo avait été particulièrement sévère dans son évaluation du caractère de Nat, préparant le terrain pour les accusations criminelles qu'il prévoyait de porter ensuite. Elle ouvrit l'application, s'attendant à voir Nat, pitoyable, devant sa porte. Mais l'écran ne montrait que son perron vide. Intriguée, elle vérifia la notification, ce n'était pas une diffusion en direct, mais un clip enregistré, datant de 2 nuits auparavant. Curieuse, elle lança la vidéo. Horodatage, 23h42. À l'écran, Vanessa apparaissait, titubant avec ses clés, pendant que Dominique la collait par derrière, l'embrassant dans le cou alors qu'ils rentraient de leur dîner de célébration. « On le tient », disait Dominique, la voix légèrement pâteuse à cause du champagne. « Mon père m'a assuré que l'audience de garde n'était qu'une formalité. Il a déjà décidé. » « Je m'attendais quand même à un combat, » répondit Vanessa en l'embrassant à son tour. Nat ne lâche jamais aussi facilement. Dominique rit. Les textos fabriqués étaient une excellente idée. Faire croire qu'il t'a menacé après avoir découvert notre liaison, classique. Et ces photos truquées des bleus. Mon père y a cru à fond. Le meilleur, dit Vanessa à voix basse, chuchotement que la caméra haute résolution de la sonnette capta parfaitement, c'est qu'il pense que c'est seulement une affaire de garde. Il n'a aucune idée qu'on le prépare pour des charges criminelles. Quand on aura fini, ajouta Dominique, Sentinel Shield sera à moi. On vendra ses biens, et il regardera ses enfants grandir à travers une vitre de parloir. Ils rirent tous les deux en entrant. La porte se referma derrière eux. Le sang de Vanessa se glaça. Les mains tremblantes, elle relança la vidéo, espérant avoir mal entendu ou mal compris. Mais tout était là. En 4K, son complot intégral enregistré à sa propre porte, avec audio parfait. Son téléphone vibra, un message de Dominique. On a gagné. On fête ça ce soir. Avant qu'elle ne puisse répondre, un appel inconnu apparut à l'écran. Madame Pearson, dit une voix formelle. Oui, répondit-elle, inquiète. Ici le greffier Matthews, du bureau du juge Lancaster à la cour de circuit. Vous êtes convoqué à une audience d'urgence demain matin à 9h, concernant le dossier FC 29845 garde des enfants mineurs Léo et Chloé Pearson. Votre présence est obligatoire. Quoi? Il doit y avoir une erreur, s'écria Vanessa. On vient d'avoir l'audience aujourd'hui, le juge Russo a déjà statué. Oui, madame, mais il s'agit d'une affaire distincte, devant le juge Lancaster, concernant des preuves de faute judiciaire. L'audience est convoquée à la demande du comité d'éthique judiciaire. Encore une fois, votre présence est obligatoire. L'appel se termina. Vanessa resta figée, le téléphone à la main, l'horreur peinte sur le visage. Elle appela Dominique, paniquée. « Tu viens de recevoir un appel pour une autre audience ? » « Quoi ? » ?»« Non, je suis sur le point de rentrer en réunion. »« Vérifie ton mail. » cria-t-elle. Quelques secondes plus tard. « Je l'ai vu ? » ?»« C'est impossible, dit-il enfin. Les décisions de mon père ne peuvent pas être renversées comme ça. Quelqu'un joue avec nous. » La caméra de la sonnette, chuchota Vanessa. Nat a une vidéo de nous. De tout. Les preuves falsifiées, la décision préparée de ton père, notre plan pour les accusations criminelles. Tout. C'est impossible. Insista Dominique. On a fouillé la maison pour détecter les caméras avant que tu ne déposes la plainte. Il n'y avait rien à l'entrée. Il l'a. Il me l'a envoyé. Et apparemment aussi à la juge Lancaster. Calme-toi, dit Dominique, mais sa voix avait perdu toute assurance. Mon père va gérer ça. Ton père est cité dans la plainte d'éthique. Hurla presque Vanessa. Tu as même lu le mail ? Il l'enquête pour faute judiciaire dans les affaires qui te concernent. Dans son appartement temporaire, Nat se versa tranquillement un verre de whisky tout en observant plusieurs flux de vidéosurveillance sur son ordinateur portable. L'un montrait Vanessa faisant les 100 pas dans le salon de ce qui avait été sa maison. Un autre affichait le parking, où Dominique courait vers sa voiture, téléphone à l'oreille. Un troisième montrait le juge Alexander Russo recevant des documents d'un huissier dans son bureau. Son visage devenait de plus en plus livide à mesure qu'il lisait. Le téléphone de Nat sonna. « C'est fait », annonça Benjamin. La juge Lancaster était révoltée par la vidéo.
Elle a convoqué une audience d'urgence pour demain. Le comité d'éthique a déjà été notifié. Russo est suspendu temporairement, en attente d'une enquête. Et l'autre affaire? Le procureur a reçu le dossier complet il y a 1 heure. Il prend très au sérieux les accusations de complot en vue de fraude, falsification de preuves et parjure. Le supérieur de Dominique était particulièrement intéressé par l'analyse statistique du taux de condamnation dans ces affaires présidées par son père. Nat hocha la tête, satisfait. Et les enfants? Lancaster a ordonné qu'ils soient placés en garde provisoire chez ta sœur jusqu'à demain. Un huissier est en route pour les récupérer à l'école. Bien. Dis à Lisa de maintenir leur routine le plus normalement possible. Nathaniel, dit Benjamin, hésitant. Je suis ton avocat depuis 8 ans. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu vas bien? Nat prit une gorgée de whisky, regardant Vanessa s'effondrer sur le canapé, la tête dans les mains. Je vais bien, Benjamin. C'est ta famille. Comment ça ne pourrait pas être personnel? À partir du moment où ils ont conspiré pour me prendre mes enfants, répondit Nat froidement, ils ont cessé d'être ma famille. Ils sont devenus des cibles. Et je ne rate jamais une cible. Et après chaque dépôt. Le plus accablant dans l'affaire étaient les documents financiers montrant que Dominique avait déjà contacté des acheteurs potentiels pour Sentinel Shield, l'entreprise de Nat, alors qu'il n'avait absolument aucun droit légal de la vendre. C'est l'un des abus les plus flagrants du système judiciaire que j'ai vu de toute ma carrière, déclara le juge Lancaster. J'annule toutes les décisions rendues par le juge Russo dans cette affaire et je transmets le dossier au procureur pour une enquête criminelle. Se tournant vers Vanessa, qui était assise là, livide, à côté de son avocat commis d'office fraîchement désigné, le juge Lancaster poursuivit. Madame Pearson, vos actes montrent un mépris flagrant pour le bien-être de vos enfants, que vous étiez prête à utiliser comme des pions dans un plan visant à escroquer votre mari. En attendant les résultats de l'enquête criminelle, j'accorde la garde temporaire complète à Nathaniel Pearson. Vanessa tenta de protester, mais son avocat posa prudemment une main pour la retenir. De plus, ajouta le juge, j'émets une ordonnance restrictive vous interdisant de vous approcher à moins de 150 mètres des enfants ou du domicile de Monsieur Pearson, jusqu'à ce que les questions pénales soient résolues. À la fin de l'audience, Vanessa croisa le regard de Nat à travers la salle d'audience. Son expression resta impassible, ne trahissant rien de la satisfaction qu'il ressentait en voyant le plan méticuleusement élaboré de Vanessa s'effondrer autour d'elle. À l'extérieur du tribunal, Vanessa se précipita vers lui, le visage tordu de colère et de désespoir. « Tu nous as piégés, » souffla-t-elle. Cette caméra de sonnette n'était pas là quand on a vérifié. Je l'ai installée le lendemain de ton départ, répondit calmement Nat. Une des nombreuses précautions que j'ai prises quand j'ai compris ce que tu préparais. Ce n'est pas fini, le menaça-t-elle. Ma mère a des relations. Le père de Dominique est en train d'être blanchi par le barreau. Dominique a déjà été suspendu du bureau du procureur, coupa Nat, et des charges pénales sont en préparation. Le visage de Vanessa se décomposa. Les enfants seront protégés de toi, conclut Nat, comme ils auraient dû l'être depuis le début. Tu n'as pas le droit de me faire ça, murmura-t-elle. Nat se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure que seule elle pouvait entendre. Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça, Vanessa. C'est toi qui t'es détruite toute seule, le jour où tu as décidé d'utiliser mes enfants comme des armes contre moi. Et maintenant, tu découvres ce que toutes les personnes qui me sous-estiment finissent par apprendre. Quoi donc, demanda-t-elle à peine audible. Je ne me bats pas pour gagner, dit simplement Nat. Je me bats pour détruire. Chapitre 5, la contre-attaque. La victoire temporaire au tribunal n'était que le début du plan de Nat. Tandis que Vanessa et Dominique s'efforçaient de se défendre contre les accusations criminelles potentielles, Nat lança la prochaine phase de sa contre-attaque avec une précision chirurgicale. D'abord, il s'occupa de Diana Reynolds, la mère de Vanessa. Diana avait toujours méprisé Nat, le considérant comme indigne de sa fille malgré son succès. Elle venait d'un milieu aisé et n'avait jamais approuvé que Vanessa épouse, selon ses mots, un homme qui travaille avec ses mains. Ce que Diana ignorait, c'est que Nat avait depuis longtemps découvert ses secrets financiers, que sa fortune familiale s'était évaporée bien avant le mariage de Vanessa, et que son style de vie luxueux était maintenu grâce à une fraude fiscale systématique et au vol d'identité ciblant les personnes âgées via sa fondation caritative. Nat organisa une rencontre privée dans sa maison au bord du lac, et arriva à l'heure exacte convenue.
Diana l'accueillit avec un mépris à peine dissimulé. « Je suppose que tu es venu jubiler, » dit-elle à contre-cœur en le faisant entrer dans son salon somptueusement décoré. « Vanessa m'a dit ce que tu as fait. »« Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a fait, elle ?» répondit Nat calmement, déclinant le siège qu'on lui proposait. « Conspiration, parjure, tentative de fraude. » « Les mariages se terminent, Nathaniel, » répliqua Diana d'un geste las. « Peut-être si tu avais été plus présent. »« Il ne s'agit pas de la fin de notre mariage, » l'interrompit Nat. « Il s'agit de sa tentative de me voler mes enfants par la fraude et le mensonge. »« Que espérais-tu? Qu'elle te laisse tout? » Les tribunaux donnent raison au maire, tout le monde le sait. Nat esquissa un sourire glacé. C'est pour ça qu'elle a cru nécessaire de fabriquer des preuves et de conspirer avec un juge corrompu. Les yeux de Diana se plissèrent. « Qu'est-ce que tu veux? Je suppose que tu n'es pas venu débattre du droit de la famille. »« Je veux que tu comprennes ta position, » dit Nat d'un ton durci. « Tu as activement soutenu la conspiration de Vanessa et Dominique. Tu devais témoigner à la prochaine audience devant le juge Russo. Un témoignage que je sais pertinemment être parjure. Tu n'en as aucune preuve. J'ai l'enregistrement vidéo de la répétition, la coupe à Nat. Dominique te coachant sur ce que tu devais dire à propos de mon comportement menaçant que tu n'as jamais vu. » Diana pâlit légèrement, mais garda contenance. « Encore une fois, qu'est-ce que tu veux? Que tu cesses toute implication dans les affaires juridiques de Vanessa. Aucun soutien financier, aucun témoignage, aucune réunion stratégique. Tu ne l'aideras en aucune manière contre moi ni dans sa tentative d'avoir accès aux enfants. » Diana éclata d'un rire amer. « Sinon quoi? Tu vas aussi me poursuivre? J'ai d'excellents avocats. »« Non, » répondit Nat calmement. « J'enverrai les preuves de ton détournement de fonds à l'IRS et au FBI. Notamment les 2,7 millions de dollars que tu as volés aux donateurs de la fondation Reynolds pour tes dépenses personnelles ces 10 dernières années. » Le teint de Diana devint livide. « Tu bluffes. » Sans dire un mot, Nat sortit une clé USB de sa poche et la posa sur la table basse en verre entre eux. Tout est là, virement bancaire, déclaration fiscale falsifiée, société écran créée pour blanchir les dons. Mon équipe est très méticuleuse. Espèce de salaud, murmura Diana. Un salaud qui protège ce qui est à lui, corrigea Nat. Mes enfants ne seront pas utilisés comme pions, ni par toi ni par ta fille. Est-ce qu'on se comprend? Diana hocha lentement la tête. Bien. Considère que ce qui est sur cette clé est une copie. Les originaux sont en lieu sûr et seront automatiquement transmis aux autorités si tu auront notre accord. Alors que Nat se dirigeait vers la porte, Diana l'interpella. Elles restent leur mère. Tu ne peux pas les lui enlever pour toujours. Nat s'arrêta net. Je n'ai pas l'intention de les lui enlever pour toujours. Juste jusqu'à ce que justice soit rendue. Ensuite, Nat se concentra sur la neutralisation de l'influence de Dominique. Même si le juge Russo avait été temporairement suspendu, la famille Russo était profondément enracinée dans le système judiciaire. L'oncle de Dominique siégeait à la Cour suprême de l'État, et sa mère présidait la commission d'éthique du barreau, un poste particulièrement ironique au vu des circonstances. Au lieu d'attaquer ses connexions de front, Nat opta pour une approche plus subtile. Grâce à ses contacts en sécurité privée et en renseignement numérique, il identifia chaque affaire que Dominique avait poursuivie où des preuves avaient pu être mal gérées ou où le juge Russo avait rendu des décisions douteuses. Il y en avait des dizaines. Par le biais de dénonciations anonymes à des avocats de la défense et de fuites ciblées à des journalistes d'investigation, Nat fit en sorte que plusieurs affaires soient simultanément rouvertes. En quelques jours, 3 grands journaux publièrent des articles sur un possible dysfonctionnement systémique dans le tribunal du juge Russo, avec un accent particulier sur les affaires impliquant son fils comme procureur. L'association du barreau, sous la pression publique, annonça une révision complète de toutes les affaires traitées par les Russo au cours des 5 dernières années. L'oncle de Dominique se récusa, et sa mère prit un congé de la commission d'éthique. À la fin de la semaine, Dominique avait été formellement suspendu du bureau du procureur en attendant une enquête, et la suspension du juge Russo avait été prolongée indéfiniment. Durant tout ce démantèlement méthodique de ses ennemis, Nat garda son objectif principal en vue, Léo et Chloé. Il travailla avec des psychologues pour enfants afin de les aider à traverser les changements soudains de leur vie, de maintenir autant que possible leur routine, et ne parla jamais négativement de leur mère en leur présence. Quand Léo demanda pourquoi ils ne pouvaient pas voir leur maman,
Nat répondit avec soin. Ta maman est... Ta mère et moi avons quelques problèmes d'adultes qui doivent être réglés par la justice. En attendant que cela se fasse, le juge a estimé qu'il serait préférable que tu restes avec moi. Est-ce que maman a fait quelque chose de mal? Demanda Chloe, son intuition de fillette de 9 ans percevant bien plus que Nat ne l'aurait imaginé. Tout le monde fait des erreurs, répondit Nat, choisissant soigneusement ses mots. Ce qui compte maintenant, c'est que tu saches que ta maman et moi, on t'aime très fort. C'était le seul mensonge qu'il s'autorisait à dire. En vérité, Nat en était venu à croire que Vanessa aimait les enfants avant tout comme des extensions d'elle-même, des outils pour entretenir son image de mère dévouée, tout en poursuivant ses propres désirs. Un soir, alors qu'il bordait Chloe dans son lit, elle le regarda avec des yeux graves. « Papa, est-ce que toi et maman, vous allez divorcer ?» Nat s'assit sur le bord de son lit. « Oui, ma chérie. »« C'est à cause de Monsieur Dominique ? » Je l'ai vu embrasser maman quand tu n'étais pas là. Le cœur de Nat se serra, mais son visage resta neutre. En partie, mais parfois, les adultes n'arrivent plus à faire fonctionner les choses ensemble. Est-ce qu'on devra choisir entre toi et maman? Non, répondit fermement Nat. Vous n'aurez jamais à choisir. Vous pouvez nous aimer tous les deux, toujours. Une fois les enfants endormis, Nat se retira dans son bureau, où Weston l'attendait avec des nouvelles. Dominique a été officiellement inculpé, rapporta Weston. Complot pour fraude, falsification de preuves, parjure et abus de pouvoir. Son père est accusé de faute judiciaire et risque d'être radié du barreau. Et Vanessa, inculpée de complot et de parjure. Son avocat pousse pour un accord de plaidoyer. Nat acquiesça. A-t-elle essayé de contacter les enfants? 3 fois. Par l'intermédiaire de son nouvel avocat, pas Dominique. Elle demande un droit de visite surveillé. Refusé, pour le moment, dit Nat froidement. Les enfants ont besoin de stabilité pendant qu'ils s'adaptent. Weston hésita avant de demander. Jusqu'où comptes-tu aller, Nat? Aussi loin que nécessaire. Les charges actuelles pourraient les envoyer en prison pour des années. Et sa mère? Elle reste à l'écart. L'influence de la famille Russo s'effondre. Tu as gagné. Nat se tourna vers son plus vieil ami. Il ne s'agit pas de gagner, Weston. Il s'agit de justice. Ils n'ont pas seulement essayé de détruire mon mariage ou de me voler de l'argent. Ils ont essayé de me prendre mes enfants, ma liberté, par la fraude et la corruption. Cela mérite plus qu'une simple défaite tactique. Et que mérite-t-elle? Le regard de Nat se durcit. Une destruction complète. Ils doivent comprendre qu'il existe des limites qu'on ne franchit jamais. Chapitre 6. Le piège numérique. Pendant que les procédures pénales contre Vanessa et Dominique suivaient leur cours, Nat mettait en œuvre la phase la plus cruciale de son plan. Il avait remporté la première bataille pour la garde, mais il savait que la guerre n'était pas terminée. Vanessa finirait par trouver un juge compréhensif ou manipulerait son retour dans la vie des enfants. Elle pourrait même éviter la prison grâce à un accord ou à un statut de primo-délinquante. Nat avait besoin de quelque chose de plus durable. Des preuves si accablantes qu'aucun tribunal ne lui accorderait plus jamais un accès non supervisé aux enfants. Pour cela, il se tourna vers une équipe spécialisée de son entreprise, des hackers éthiques qui testaient habituellement la sécurité des systèmes. Leur mission, accéder à toutes les communications numériques entre Vanessa et Dominique, sans se faire repérer. Je veux tout, ordonna Nat à Troy Winters, son spécialiste principal en cybersécurité. Email, texto, stockage cloud, tout ce qui pourrait révéler leurs plans actuels ou des complots passés. 3. Un trentenaire mince avec une barbe de 3 jours permanente et des compétences remarquables en codage, avait l'air mal à l'aise. Patron, ce genre de choses ne sera pas recevable devant un tribunal. L'accès non autorisé. Je ne cherche pas des preuves pour le tribunal, coupa Nat. Je cherche de l'intelligence. La connaissance, c'est du pouvoir. 3. Je veux savoir ce qu'il prépare, avant qu'il ne l'exécute. L'équipe travailla méthodiquement, utilisant des techniques sophistiquées pour contourner les sécurités sur les appareils et comptes de Vanessa et Dominique. Ce qu'ils découvrirent dépassa même les attentes de Nat. Le complot ne se limitait pas à lui, Vanessa et Dominique visaient d'autres personnes riches, identifiaient des cibles, étudiaient leurs faiblesses, élaboraient des approches sur mesure pour les exploiter. Le plus perturbant fut la manière dont ils parlaient des enfants.
Dans des messages privés, Vanessa parlait de Léo et Chloé comme de simples « dommages collatéraux nécessaires » ou des « pions utiles ». Dans un échange particulièrement glaçant, elle écrivait à Dominique. Une fois qu'on contrôle les avoirs de Nat, on envoie les enfants en pension. Ce ne sont que des rappels de lui, de toute façon. Ces révélations renforcèrent la détermination de Nat. Ce n'était plus seulement une affaire familiale. Vanessa et Dominique étaient des prédateurs, et s'ils n'étaient pas arrêtés, ils feraient d'autres victimes. Armé de ces informations, Nat élabora ce qu'il appelait « le piège numérique ». Cela exigerait un timing parfait, une précision technique et une manipulation psychologique des domaines dans lesquels Nat excellait. Première étape, établir des canaux de communication apparemment sûrs, que Vanessa et Dominique utiliseraient en toute confiance. Son équipe introduisit des failles dans leurs méthodes existantes tout en leur offrant de nouvelles alternatives sécurisées, des applications de messagerie chiffrées et des services e-mail, qui étaient en réalité compromis dès le départ. Deuxième étape, les inciter à utiliser ces canaux. Pour cela, Nat fit fuiter de fausses informations suggérant que les charges pénales pourraient être réduites ou annulées pour vice de procédure. Cet espoir, allié à leur nature comploteuse, les incita à reprendre leur plan. Enfin, la patience. Laisser assez de temps pour qu'ils s'incriminent eux-mêmes, en profondeur. Le piège fut tendu fin octobre, 3 mois après la première bataille pour la garde. À ce moment-là, Vanessa et Dominique étaient en liberté sous caution. Comme Nat l'avait prévu, ils commencèrent à utiliser les canaux compromis. Mon avocat pense qu'on peut faire passer les charges pour complot comme un simple divorce qui a mal tourné, écrivit Dominique dans un message chiffré. On pourrait éviter la prison. Et la garde, répondit Vanessa. J'ai besoin d'avoir accès aux enfants pour maintenir mon image publique de mère dévouée. C'est aussi notre meilleure monnaie d'échange contre Nat. Mon père a encore quelques connexions. Le juge Harmon nous doit des faveurs, il préside le tribunal familial le mois prochain. Les messages se succédaient, détaillant leur projet de manipuler la justice, d'utiliser les enfants comme des pions, et de reprendre leur complot contre Nat. Ils évoquaient aussi d'autres cibles, des individus riches, en instance de divorce, vulnérables. Nat suivait leur conversation avec un calme glacial. Il constitua un dossier complet sur leur conspiration. Quand les preuves atteignirent un seuil critique, il déclencha la phase finale de son plan. Et son amant ne s'est pas contenté de me viser moi. Ils ont monté ce stratagème contre plusieurs victimes. Le FBI a identifié au moins 7 autres cas. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, dans un murmure à peine audible, Diana demanda. « Tu étais au courant pour les autres ?» « Je le soupçonnais, » admit Nat. « Mais l'ampleur, elle m'a surpris, même moi. » « Les enfants resteront avec moi, » coupa Nat fermement. « Là où ils sont en sécurité et aimés. »« Ils ont besoin de leur grand-mère, » dit Diana, sa voix prenant un ton suppliant que Nat n'avait jamais entendu chez elle. « Peut-être, » concéda-t-il. « Mais cela dépend entièrement de tes prochaines décisions. » « Que veux-tu dire ? » Si tu finances la défense de Vanessa, si tu soutiens son équipe juridique ou si tu essaies de remettre en cause ma garde, tu ne reverras jamais Léo ni Chloé. Mais si tu acceptes la réalité de ce que ta fille a fait, et que tu choisis d'être une influence positive pour tes petits-enfants, alors on pourra discuter d'un droit de visite surveillé. Tu es un salaud sans cœur, murmura Diana. Non, corrigea Nat. Je suis un père qui protège ses enfants contre ceux qui les voient comme de simples pions. Même si ce sont des membres de leur propre famille. Après avoir raccroché, Nat trouva Léo debout dans l'embrasure de la porte de son bureau. Le visage de son fils de 12 ans était grave, bien trop sérieux pour son âge. « Papa, j'ai vu les infos sur mon téléphone. Ils disent que maman et monsieur Dominique sont des criminels. » Nat fit signe à son fils d'entrer et de s'asseoir. « C'est compliqué, Léo. Ta mère et monsieur Dominique sont accusés d'avoir fait des choses très graves. C'est la justice qui décidera s'ils sont coupables ou non. Ils ont vraiment essayé de te voler ton argent et de nous envoyer loin. » Nat hésita, pesant l'honnêteté face à la nécessité de protéger le lien de son fils avec sa mère. Ils ont fait des plans qui n'auraient pas été bons pour notre famille. Mais ce qui compte maintenant, c'est que toi et Chloé soyez en sécurité. Et que tu saches que je vous protégerai toujours. On reverra maman un jour ? Oui, répondit Nat prudemment. Mais cela prendra peut-être du temps, et les choses seront différentes. L'essentiel,
c'est que rien de tout cela n'est de ta faute. Ni de celle de Chloé. Léo hocha lentement la tête, digérant l'information avec la même rigueur analytique que Nat reconnaissait en lui-même. Papa, est-ce que ça va? Tu n'as jamais l'air bouleversé par tout ça. La question prit Nat au dépourvu. Il s'était tellement concentré sur l'exécution de son plan et la protection des enfants qu'il n'avait pas songé à la façon dont son calme pouvait être perçu. Je suis bouleversé, admit-il. Mais j'ai appris qu'agir sous le coup de l'émotion mène rarement à de bonnes décisions. Parfois, rester calme, c'est ce qu'il y a de plus fort. Comme quand tu étais dans les SEALS? Nat esquissa un sourire. Exactement comme ça. Au fil de l'enquête fédérale, l'ampleur des crimes de Vanessa et Dominique fut révélée. Les preuves réunies par Nat n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les enquêteurs fédéraux découvrirent des comptes offshore contenant des millions d'actifs obtenus frauduleusement, des enregistrements du juge Russo expliquant comment manipuler des affaires, et des documents concernant au moins une douzaine d'autres victimes. 6 jours après les arrestations, Nat reçut un appel inattendu de l'agent spécial moral. Monsieur Pearson, je voulais vous informer personnellement d'un développement dans l'affaire. Dominique Russo a proposé de coopérer avec nous en échange d'une réduction de peine. Je ne suis pas surpris, répondit Nat. Il est prêt à vendre n'importe qui pour se sauver. Y compris votre ex-femme, confirma Moral. Il a fait des déclarations précises sur son rôle de principale instigatrice dans plusieurs affaires, y compris la vôtre. Rien de surprenant. Il y a autre chose, poursuivit Moral. Nous avons découvert des communications indiquant que Madame Pearson avait prévu de s'enfuir avec vos enfants une fois qu'elle aurait obtenu la garde. Elle avait préparé des identités et ouvert des comptes en Argentine, où l'extradition est limitée. La main de Nat se crispa sur le téléphone. Le plan était fixé pour le 20 décembre, juste avant les vacances scolaires. Après l'appel, Nat resta figé dans son bureau, digérant l'idée que Vanessa avait planifié de soustraire ses enfants à sa vie, peut-être pour toujours. Cette pensée déclencha en lui une rage glaciale qu'il n'avait jamais connue. Son téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Contre toute logique, il décrocha. « Tu as tout détruit », gronda la voix de Vanessa, pleine de fureur. « T'es satisfait maintenant ? » « Comment tu m'appelles » demanda Nat calmement. « Tu es censé être en détention fédérale. J'ai droit à un appel avant l'audience pour la libération sous caution. Écoute-moi bien. Tu crois avoir gagné, mais tu te trompes. Il y a des choses que tu ignores, des gens que tu ne soupçonnes même pas. Comme ton plan de fuite en Argentine ? Avec mes enfants ? Un silence. Puis un rire amer. Toujours une longueur d'avance, hein ? Peu importe. Tu as réduit ma vie en cendres. Mais je te promets une chose, quand j'en aurai fini avec toi, tu sauras ce que veut dire tout perdre. C'est une menace, Vanessa ? Non. Une promesse. Tu m'as peut-être tout pris, mais il me reste encore une carte à jouer. Nat raccrocha et contacta immédiatement Moral pour signaler l'appel. Puis il convoqua Weston pour mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Elle m'a menacé, expliqua-t-il pendant que Weston organisait des équipes de protection supplémentaires. Des menaces en l'air, suggéra Weston. Elle n'a plus rien. Non, rétorqua Nat. Elle croit qu'il lui reste quelque chose. Elle a parlé de sa dernière carte. Tu as une idée de ce que c'est ? Nat secoua la tête. Pas encore. Mais je compte bien le découvrir. Il fallut 3 jours d'investigation intensive à l'équipe de Nat pour découvrir le plan final de Vanessa. Caché dans des fichiers cryptés sur un serveur enregistré au nom d'une des sociétés écrans de Diana Reynolds, ils trouvèrent un contrat détaillé avec un homme connu uniquement sous le nom de Le Spécialiste, un arrangeur des accidents, réputé pour ses interventions contre de grosses sommes d'argent. La cible, Nathaniel Pearson. Le paiement, environ 3,2 millions de dollars en actifs dissimulés, le reste à verser après exécution. Le plus inquiétant ? Le plan était déjà en cours. Une surveillance de Nat et des enfants avait été documentée 2 jours plus tôt. Nat étudia les informations avec le sang-froid de ses jours dans l'armée. Ce n'était plus seulement une menace contre lui, mais contre la sécurité de ses enfants. Il faut prévenir le FBI, insista Weston. On le fera, approuva Nat. Mais pas tout de suite. Pourquoi ? Il y a un tueur à gages à tes trousses.
Parce que Vanessa est maligne. Le contrat sera conçu pour être niable. Il faut attraper ce spécialiste en flagrant délit et remonter jusqu'à elle, de manière irréfutable. Tu veux te servir de toi-même comme appât? C'est de la folie, même pour toi. Pas un appât, corrigea Nat. Un piège. Comme avant. 5 ans après la condamnation de Vanessa, par une matinée d'automne clair, Nat était assis dans son bureau, examinant les rapports trimestriels de Sentinel Shield. L'entreprise s'était considérablement développée, employant désormais plus de 300 personnes et fournissant des solutions de sécurité à des clients du monde entier. Son rôle avait évolué, passant d'opérateur actif à directeur stratégique, lui permettant de privilégier sa famille. Léo, désormais âgé de 18 ans, se préparait à entrer à l'université, ayant été admis en avance au MIT pour des études en informatique, un domaine où son esprit analytique et son attention aux détails le servaient bien. Chloé, 15 ans, devenait une jeune femme redoutable avec l'intensité de son père et un talent créatif qui lui était propre. Le bruit de Weston se raclant la gorge depuis l'embrasure de la porte tira Nat de sa lecture. « Vous avez une visite » dit Weston, son expression inhabituellement incertaine. « Diana Reynolds. » Nat haussa un sourcil. Les visites mensuelles de Diana avec les enfants avaient évolué au fil du temps en une relation véritablement positive. Elle s'était révélée digne de confiance, n'essayant jamais de saper Nat ni de romantiser les actions de Vanessa auprès des enfants. Mais elle ne venait jamais sans prévenir. « Faites-la entrer » ordonna Nat en fermant son ordinateur portable. Diana entra, semblant agitée, son apparence habituellement impeccable légèrement négligée. À 67 ans, elle conservait la même prestance aristocratique, mais les années et le stress avaient adouci certains de ses traits les plus durs. Nathaniel, le salua-t-elle avec tension. Diana, c'est inattendu. Elle s'assit en face de lui sans attendre d'invitation. J'ai reçu une lettre de Vanessa. Elle est envisagée pour une libération anticipée l'année prochaine, bonne conduite, participation à des programmes de réhabilitation, surpopulation carcérale, les raisons habituelles. Nat absorba cette information sans réaction visible. Il savait que ce jour viendrait, bien qu'il ne l'ait pas attendu si tôt. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda-t-il prudemment. Diana hésita, puis le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'elle veut voir les enfants à sa sortie. » Elle dit avoir changé, que la thérapie l'a aidé à comprendre ses actions et à en assumer la responsabilité. « Il n'en est pas question, » dit Nat sèchement. « Je suis d'accord, » répondit Diana, le surprenant. Nat l'étudia avec un nouvel intérêt. « Vous ne pensez pas qu'elle devrait les voir ?»« Non, je ne le pense pas. » Les mains de Diana se tordaient sur ses genoux. Il a fallu des années à Léo et Chloé pour guérir, pour construire leur vie sans constamment regarder par-dessus leur épaule. Le retour de Vanessa ne ferait que perturber cette stabilité. « Je suis surpris de vous entendre dire cela. » L'expression de Diana se durcit. J'ai passé 5 ans à essayer de réparer mon rôle dans la façon dont Vanessa a tourné. L'entitlement que j'ai encouragé, le comportement manipulateur que j'ai modélisé. Je ne la laisserai pas endommager une autre génération. Que proposez-vous exactement ? Demanda Nat. Je voulais vous avertir pour que vous puissiez vous préparer légalement et autrement. Elle sortit de son sac à main une enveloppe scellée. Ceci contient une déclaration sous serment de ma part détaillant ma connaissance du véritable caractère de Vanessa et pourquoi je crois que le contact avec les enfants serait nuisible. Utilisez-la si nécessaire. Nat prit l'enveloppe, sincèrement surpris par cette tournure des événements. Merci, Diana. Elle se leva pour partir, puis s'arrêta. Il y a une chose de plus. Dans sa lettre, Vanessa a mentionné qu'elle est de nouveau en contact avec Dominique. Il est également en révision de libération conditionnelle l'année prochaine. Cette information envoya une vague froide d'alerte à travers Nat. Si Vanessa et Dominique communiquaient et étaient potentiellement libérés en même temps, cela représentait une menace potentielle qu'il devait aborder. Après le départ de Diana, Nat contacta immédiatement Benjamin, qui était resté son avocat et était devenu un ami de confiance au fil des ans. J'ai besoin de tout ce que tu peux obtenir sur la libération anticipée potentielle de Vanessa, ordonna-t-il, et celle de Dominique Russo également. S'il communique, je veux savoir comment et ce qu'il prévoit. Tu penses qu'il conspire à nouveau ? Demanda Benjamin, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je pense que Vanessa ne change pas de nature, répondit Nat, et Dominique non plus. Nous devons être préparés. Au cours du mois suivant,
Nat rassembla des renseignements avec la même minutie méthodique qui avait caractérisé sa contre-attaque initiale. Par des canaux juridiques, des informateurs en prison et une surveillance discrète, il confirma que Vanessa et Dominique avaient effectivement communiqué via un programme de correspondance approuvé au cours des 18 derniers mois. La plupart de leurs échanges semblaient innocents, discussions sur la vie en prison, programmes de réhabilitation et réflexions philosophiques sur les secondes chances. Mais parmi ces lettres apparemment anodines se trouvaient des références codées que les analystes de Nat identifièrent comme des plans potentiels pour après leur libération. Le plus préoccupant était une phrase récurrente: « Récupérer ce qui nous revient de droit ». Nat ne partagea rien de cela avec les enfants. Léo était concentré sur sa prochaine remise de diplôme et ses préparatifs pour l'université, tandis que Chloé était plongée dans sa production théâtrale au lycée. Il ne voyait aucune raison de perturber leur vie avec des menaces qu'il avait pleinement l'intention de neutraliser avant qu'elles ne se matérialisent. À la place, il développa une stratégie en 3 volets: juridique, personnel et tactique. Juridiquement, il travailla avec Benjamin pour préparer une documentation complète des crimes de Vanessa, de leur impact sur les enfants et des risques potentiels liés à sa libération anticipée. Personnellement, il renforça les liens familiaux, assurant à Léo et Chloé qu'ils étaient en sécurité et aimés. Tactiquement, il mit en place des mesures de sécurité supplémentaires, anticipant toute éventualité. Sur la base d'expertise et de témoignages confirmant que tout renouvellement de contact serait nuisible, ils avaient déposé des requêtes préventives qui se déclencheraient automatiquement si Vanessa tentait de demander un droit de visite ou une modification de la garde. Nat avait documenté avec soin ses conversations avec les 2 enfants à propos de leurs sentiments sur un éventuel contact futur avec leur mère. Léo, désormais proche de l'âge adulte, était catégorique: il ne voulait aucun lien avec Vanessa. Biologiquement, c'est ma mère, avait-il dit. Mais elle a perdu le droit d'être ma maman quand elle a essayé de nous utiliser comme des pions. Chloé, quant à elle, était plus partagée émotionnellement, mais tout aussi déterminée. Je dois me concentrer sur mon avenir, pas rouvrir de vieilles blessures. Sur le plan tactique, Nat avait mis en place des protocoles de surveillance discrets, qui se déclencheraient en cas de libération de Vanessa ou de Dominique, afin d'être alertés immédiatement en cas d'approche vers les enfants ou de tentative de contact en dehors des voies légales. 2 mois avant l'audience de libération conditionnelle de Vanessa, Nat reçut une lettre inattendue. Contrairement aux communications précédentes, envoyées via le système pénitentiaire, celle-ci était arrivée à son bureau dans une enveloppe sans identification, sans adresse de retour. Le contenu était court, mais menaçant. Nathaniel. Tu sais sûrement que je suis éligible à une libération anticipée. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je n'ai aucune intention de me battre pour les enfants. Ils sont adultes, ou presque, et peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent une relation avec moi. Ce que j'ai bien l'intention de récupérer, en revanche, c'est ma dignité et mon avenir. L'entreprise et les biens que tu as construits pendant notre mariage m'appartiennent en partie de droit, quelles que soient mes actions par la suite. Dominique et moi avons passé des années à élaborer une stratégie juridique pour récupérer ce qui aurait dû faire partie de notre accord de divorce. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis pour toujours. Un accord raisonnable pourrait éviter bien des douleurs à tout le monde. Considère cela comme le prix d'une paix permanente. Réfléchis sérieusement avant ma sortie. Vanessa. Nat relut la lettre 2 fois, puis contacta immédiatement Benjamin, son avocat. Est-ce qu'elle a la moindre base légale pour ses revendications, demanda-t-il après lui avoir lu la lettre. Aucune, répondit Benjamin. Ces condamnations pour complot et fraude en lien avec les actifs de l'entreprise annulent toute prétention qu'elle aurait pu faire valoir dans un divorce normal. Mais cela ne l'empêche pas d'intenter des procès abusifs pour te harceler. Donc, c'est du chantage, conclut Nat. Soit je paie, soit je subis. En substance, oui. Et malheureusement, c'est un chantage intelligent. Elle fait attention à ne rien dire d'illégal directement, mais elle évoque des stratégies juridiques douloureuses. Que me recommandes-tu ? demanda Nat. Benjamin soupira. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, je conseillerais un petit arrangement pour éviter les complications. Mais avec Vanessa, et vu ce qu'elle a déjà fait, céder serait simplement le premier pas. Elle reviendrait sans cesse, compléta Nat. Exactement. Nat prit sa décision sur le champ. Rédige une réponse. Très claire. Toute action légale contre moi ou mon entreprise sera contrée avec la plus grande force, y compris des poursuites pour chantage si possible. Aucun accord. Aucune négociation.
Tu sais que ça signifie la guerre, prévint Benjamin. Non, répondit Nat. Ça signifie que je termine enfin ce qui aurait dû se finir il y a 5 ans. Dans les semaines suivantes, Nat se prépara à la libération éventuelle de Vanessa avec la même rigueur militaire qu'il appliquait à ses autres opérations. Il renforça la position juridique de son entreprise, documenta toute communication pouvant être interprétée comme du chantage, et fit discrètement renforcer la sécurité autour de sa famille. Lors de l'audience de libération conditionnelle, Nat était présent, silencieux, au fond de la salle. Vanessa avait vieilli en prison. Le stress et la détention avaient effacé une grande partie de la beauté qui l'avait autrefois séduit. Lorsqu'elle parla de sa réhabilitation et exprima des remords, sa prestation était convaincante. Si Nat ne la connaissait pas aussi bien, il aurait pu y croire. Le conseil lui accorda sa libération conditionnelle, avec des restrictions standards, contrôle régulier, obligation d'emploi, interdiction de contact avec ses anciens complices y compris Dominique Russo, toujours incarcéré après avoir été refusé pour libération. En quittant la salle, Vanessa croisa le regard de Nat. Pendant un instant, toute façade de rédemption s'effaça, remplacée par le calcul froid qu'il avait connu lors de leur dernière confrontation. Cela confirma ce qu'il savait déjà, la menace était toujours active. 3 semaines après sa libération, Vanessa passa à l'attaque. Elle déposa une requête officielle réclamant une part de la valeur de Sentinel Shield, basée sur sa contribution au début de l'entreprise durant leur mariage. Comme Nat l'avait prévu, sa demande n'avait aucune base juridique, mais elle était rédigée de manière à exiger une réponse longue et coûteuse, et à générer de la mauvaise publicité. Au lieu de simplement se défendre, Nat lança l'offensive prévue. Son équipe juridique demanda immédiatement des sanctions pour actions judiciaires frivoles, appuyées par la lettre de Vanessa, que les juges interprétèrent comme du chantage implicite. En parallèle, ils informèrent son agent de probation d'un possible manquement aux conditions, vu qu'elle faisait référence à une communication continue avec Dominique Russo. Le verdict fut rapide et décisif, la plainte fut rejetée avec préjudice. Vanessa fut condamnée à payer des frais juridiques conséquents. Ses conditions de libération furent renforcées, incluant l'interdiction d'entreprendre toute autre action en justice contre Nat ou ses sociétés sans approbation préalable du Conseil de libération. Plus grave encore pour Vanessa, la Cour estima que ces actes démontraient une continuation du comportement qui avait conduit à sa condamnation initiale, ce qui activa une clause prolongeant sa surveillance de 3 à 5 ans. Une semaine plus tard, Nat reçut une autre enveloppe anonyme. Cette fois, elle ne contenait qu'une seule phrase. « Tu as fait ton choix. Maintenant regarde ce qu'il va se passer. » La menace était vague, mais sans équivoque. Nat renforça immédiatement la sécurité autour des enfants, en particulier Léo, qui se préparait à partir à l'université. Il informa aussi l'agent de probation, ce qui entraîna un avertissement formel, tout harcèlement confirmé entraînerait un retour immédiat en prison. Pendant plusieurs semaines, rien ne se produisit. Ce silence inquiétait Nat bien plus qu'une attaque immédiate. Cela indiquait de la planification, de la patience, des qualités qui rendaient Vanessa dangereuse. L'attaque, quand elle survint, ne visa ni Nat ni les enfants directement. Des publications anonymes apparurent sur des forums professionnels et sur les réseaux sociaux, accusant Sentinel Shield d'utiliser des techniques de surveillance illégale et de violer la vie privée de ses clients. Ces posts contenaient suffisamment de jargon et de détails spécifiques pour sembler crédibles aux yeux de ceux qui ne connaissaient pas les pratiques réelles de l'entreprise. En parallèle, plusieurs des plus gros clients de Nat reçurent des emails anonymes contenant de faux documents semblant prouver des accès non autorisés à des données sensibles. Bien que fabriquées, ces accusations nécessitèrent du temps et des ressources pour être réfutées exactement le genre de perturbation que Vanessa recherchait. Nat reconnut immédiatement la tactique, c'était la même que Vanessa et Dominique avaient prévu d'utiliser contre lui des années auparavant, semer le doute et la suspicion par des mensonges soigneusement construits. Mais cette fois, il était prêt. Son équipe remonta la trace des publications et des emails. Le chemin, complexe, les mena à un ordinateur de bibliothèque publique utilisé régulièrement par Vanessa, et à un téléphone prépayé acheté en liquide près de son domicile autorisé. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour des poursuites pénales, mais assez solides pour une audience de violation de libération conditionnelle. Combiné à la lettre de menace et à l'ensemble de son comportement, cela aboutit à la décision que Nat avait anticipée, la libération de Vanessa fut révoquée. Elle retourna en prison pour y purger le reste de sa peine. Lorsqu'elle fut escortée hors de la salle d'audience, Vanessa croisa une dernière fois le regard de Nat. Cette fois,
Il n'y avait plus de calcul, seulement de la haine pure. Ça ne finira jamais, lança-t-elle assez fort pour que d'autres l'entendent. Pas avant que l'un de nous deux soit mort. Nat soutint son regard sans faillir. Alors tu vas purger toute ta peine, répondit-il calmement. Parce que je ne compte pas mourir de sitôt. Dans les jours suivants, Nat prit une décision qu'il mûrissait depuis un moment. Il réunit Léo et Chloé dans son bureau, le lieu de leurs conversations les plus importantes. « Je veux vous parler de votre mère », commença-t-il, voyant aussitôt leur visage se crisper. « Vous savez qu'elle a été libérée brièvement, puis renvoyée en prison pour avoir violé sa libération conditionnelle. » Ils acquiescèrent. Nat continua. « Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a tenté de m'extorquer de l'argent. Et quand cela a échoué, elle a essayé de nuire à l'entreprise. »« Pourquoi tu nous racontes ça maintenant ?» demanda Léo, méfiant. « Parce que vous êtes assez grand pour connaître toute la vérité, » répondit Nat. « Et parce que je crois qu'il faut toujours se préparer à toutes les éventualités. » Il inspira profondément. « Avant de retourner en prison, votre mère a menacé de me tuer. Je ne pense pas qu'elle puisse agir tant qu'elle est incarcérée, mais un jour, elle sera libérée à nouveau. » Chloé écarquilla les yeux. « Elle t'a menacé ? Ton propre père ? Elle ne me voit plus comme votre père, expliqua Nat doucement. À ses yeux, je suis l'ennemi qui a détruit sa vie et tout ce qu'elle croyait lui appartenir. Mais c'est elle qui a tout gâché, répliqua Léo. Elle a commis des crimes, elle a essayé de te piéger, elle a même engagé quelqu'un pour te tuer. C'est la perspective rationnelle, oui, admit Nat. Mais elle ne voit pas les choses ainsi. Elle pense qu'elle mérite la vie qu'elle voulait, peu importe les moyens. Et nous dans tout ça, demanda Chloé, inquiète. Est-ce qu'on est en danger aussi ? Non, dit Nat fermement. J'ai pris toutes les mesures nécessaires pour garantir votre sécurité. Mais je voulais que vous compreniez pourquoi certaines choses sont présentes dans notre vie et pourquoi elles le resteront. Comme les applis de suivi sur nos téléphones, demanda Léo. Ou les vérifications de nos amis ? Nat acquiesça. Exactement. Ce n'est pas parce que je ne vous fais pas confiance. C'est parce qu'il existe de vraies menaces que je dois surveiller. Tu crois qu'elle changera un jour ? Demanda Chloé avec espoir. Nat réfléchit. Je crois que les gens peuvent changer leur comportement, quand le prix à payer devient trop élevé. Mais changer leur nature profonde, leurs croyances fondamentales, c'est bien plus rare. Donc tu crois qu'elle n'arrêtera jamais, conclut Léo. Elle arrêtera, quand elle n'aura plus ni les moyens ni l'opportunité de continuer, répondit Nat. Et je ferai en sorte que ça reste ainsi. En voyant ses enfants accepter cette réalité, Nat ressentit quelque chose dans leur regard, une forme de paix, de résolution, l'acceptation du vrai visage de leur mère. On doit veiller les uns sur les autres, dit Léo enfin. Tous, même quand je serai à l'université. Surtout à ce moment-là, répondit Nat. Mais ne laissez pas cela dominer vos vies. La meilleure défense face à des gens comme votre mère, c'est de vivre pleinement et librement, tout en restant vigilant. Alors qu'ils quittaient le bureau, Nat repensa à tout ce qui les avait menés là. De la trahison dévastatrice d'il y a 5 ans à la famille forte et résiliente qu'ils étaient devenus. Ils avaient survécu à des tempêtes qui auraient brisé bien d'autres. La menace que représentait Vanessa ne disparaîtrait probablement jamais. Sa haine et son sentiment d'avoir été lésé étaient trop profonds pour qu'elle change vraiment. Mais Nat avait accepté cette vérité depuis longtemps. Et il avait construit sa vie en conséquence, entre vigilance nécessaire et joie profonde apportée par ses enfants. Vanessa avait échoué dans ce qu'elle voulait le plus, détruire Nat Pearson. Au lieu de cela, ses actes avaient fait de lui un homme plus complet. Toujours stratège impitoyable quand il le fallait, mais aussi pérément, vulnérable, profondément connecté à ses enfants. Certaines trahisons sont impardonnables. Certains ennemis ne cesseront jamais de chercher à vous nuire. Nat le savait autant par son passé militaire que par sa vie personnelle. Le secret n'était pas de chercher la réconciliation, mais de veiller à ce qu'il ne puisse plus jamais faire de mal. Et ce soir-là, dans le calme de son bureau, après avoir couché les enfants, Nat leva son verre de whisky dans un toast silencieux, non pas à une victoire contre Vanessa, mais à la famille qu'elle avait, sans le vouloir, contribué à forger. Plus forte. Plus unie. Car certains feux, soudent plus qu'ils ne détruisent. We're back. We got the enchanted golden apple, 2 totems of undying, 10 diamonds,
Okay, what am I doing with 10 diamonds? I have the sword, fire aspect 4, Bane of Arthropods unfortunate, but I mean spiders ain't shit, right? I'm gonna be one-shotting spiders. Copper spear. Also some dog shit enchants, but this is still good. Okay. Okay. He stays at those hearts. Yeah, he can give me hearts, but I guess we're staying. That's fine. I'll take it. Okay, I have to be tactical about what I do with 10 diamonds. I don't really need the pickaxe anymore, right? Like an iron pickaxe will do. So I mean, I could just I think it's just a chest plate, bro. You follow. Ramsvans. Did I say that right? Thank you for that follow, man. Appreciate that. Bro, Elytra. Okay, so Elytra is sick. That's actually gonna be so good for the end. Close enough. Oh no, it's okay. You can correct me. I want to get it right. Yo, 4,000 mana. Man, I love to see it. I love to see y'all working together here. Yo, a fucking netherite sword is so big. Okay. Okay. God, I'm not... Alright, chat, do we make a jukebox and listen to Creator? No, tell him he's a dumb idiot. Yeah, that's alright. I can take it. Sorry. I like this song. Dude, we're up. I feel like the vibes of the chat are like we're all in it together, dude. Like just a minute ago we were all down. And now everyone is winning their bets. I'm getting totems and elytras and netherite swords. It's up right now. We're so up. Okay. I think we do make a jukebox. What else am I gonna do with this? Okay. I need to make some food. Some more food. I still need iron. So we are still gonna keep caving a little bit. I was about to apologize for being annoying. Nah, man, that's content. It's content. Hey guys, okay, so I saw somebody ask how they can use their mana. There's a couple ways. First and foremost, you can go to that link and see all the different audio alerts so you can spend your coins on, as well as some other fun ones, like making me do push-ups and stuff like that. Secondly, if you guys want, I can turn on song requests, and you guys can... Welcome to my mine, we are mining diamonds. Like that. I can turn on song requests. You guys want me to turn on song requests? You guys can request some music?